Et genre, j'écoutais ça et je me dis, mais putain, la vache, y a rien quoi. Il y a pas d'effort, c'est vide. Putain, les mecs ils font des morceaux, ils font les quatre accords maudits là dont on parlait. Genre, oh là là, t'écoutes du métal, t'es forcément sataniste. Oh là là, le métal, c'est qu'il y a des gens qui gueulent dans leur micro, ils ont aucun talent, machin. Le seul truc qui m'intéressait, c'était de faire de la musique en fait. J'en avais rien à foutre du reste et tout. Je me dis, putain, vas-y. Et en plus, ma hantise, c'était vraiment de me retrouver à gratter du papier dans un bureau. Ça, c'est vraiment le pire truc que je pouvais faire comme travail. Il y a Megadeth qui m'appelle, qui me dit, désolé, gros, on a plus de batteur. Est-ce que ça te tente d'être batteur de Megadeth? Bah oui. Enfin, genre, j'abandonne toute ma vie, j'abandonne tout ce que je fais. Hello tout le monde. Alors depuis le début de la chaîne, j'ai fait pas mal d'interviews d'artistes, notamment celle de Max Waimi que vous pouvez peut-être voir ici. Normalement, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez suivi l'histoire. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous abonner tout de suite parce que des interviews, il y en aura d'autres. Et notamment celle d'aujourd'hui que beaucoup attendaient, bizarrement. J'ai nommé Hubert de la chaîne Metalliquois. Hubert qui a très gentiment accepté de m'accueillir dans ses locaux et avec qui j'ai passé un très bon moment. D'ailleurs à la fin on fait un petit cover ensemble. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin, vous verrez bien. En attendant, dans cette interview, vous allez découvrir ses débuts de musicien et de youtubeur, donc son histoire et tout ce qu'il a construit autour de sa chaîne YouTube, mais aussi de son travail qui est un petit peu décalé par rapport au métal, on pourrait dire, et plein d'autres choses aussi. On parle des métiers de la musique, de son livre, de shampoing, de raclette aussi. Oui, oui, vous verrez par vous-même. Allez, je vous laisse regarder tranquillement, on se retrouve à la fin de cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue chez Metalliquois. Oui, parce que je suis en compagnie du charmant Hubert. Voilà, donc dans son antre de Metalliquois. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Donc merci de m'accueillir. Je t'en prie. Comme dirait Monsieur Sarkozy. Bonsoir monsieur Aliagas, merci de m'accueillir. Quelle indignité. Quelle indignité. Bah écoute, merci. Donc pour les gens qui ne te connaîtraient pas, que tu pourrais te présenter, voilà, parce que tu as une chaîne quand même qui est assez copieuse. Oui. Donc dans le milieu du métal, on te connaît bien, mais moi dans la thématique de ma chaîne à moi, peut-être un petit peu moins. Donc je te laisse cette fois. Eh ben, je m'appelle Hubert, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis donc le créateur de Metalliquois, la chaîne de découverte du métal. Voilà, que j'ai créé en 2014, en janvier 2014, donc ça fait 7 ans maintenant. Et dans la vie, je suis musicien professionnel grâce au statut d'intermittent du spectacle, mais je pense qu'on y reviendra. On y reviendra, effectivement. Donc toi, en fait, t'as appris la musique, enfin t'as commencé la musique à partir de quel âge? T'avais quel âge? En fait, j'ai eu un parcours un petit peu, j'allais dire chaotique, mais pas vraiment, non, c'est juste que j'ai eu un truc un petit peu long. En gros, j'ai commencé, je pense que je devais avoir 5 ou 7 ans. Dans l'école de musique associative de la ville où j'habite, qui est quand même, c'est une association, mais il y a quand même la mairie qui comment on appelle ça, subventionne. Ah, voilà. Des subventions, d'accord. Oui. Truc qui est un peu subventionné par la mairie, donc tu vois, c'est pas l'école à la con, mais c'était quand même une école associative avec des gens et tout. Et en gros, je suis rentré, donc j'avais 5 ou 7 ans, je crois. Et alors ça, je l'ai appris beaucoup plus tard par mes parents. Je voulais faire de la batterie à la base en rentrant. Et le directeur de l'école, il est arrivé, il a dit ouais, non, mais t'es trop petit, machin. Tu toucheras pas les pédales ou je sais pas quoi, viens plutôt dans ma classe de percussion cubaine. Donc lui ça l'arrangeait bien, ça faisait des élèves, tu vois. Du coup j'ai fait des percus cubaines jusqu'à 12 ans je crois. Et après en fait au bout d'un moment j'ai arrêté parce que ça me gonflait un peu, parce que c'était pas, enfin avec le recul, je sais pas trop pourquoi sur l'époque, mais tu vois avec le recul je me dis c'est parce que juste je pouvais pas mettre ça en application avec la musique que j'écoutais, parce que déjà j'écoutais pas forcément énormément de musique quand j'étais petit, donc je me rendais pas compte, mais quand j'ai commencé justement à faire mes goûts musicaux quand j'étais au collège et tout, je me dis ouais putain mais les percus en fait ça sert à rien par rapport à ce que j'écoute, machin, ça m'a énervé, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'ai recommencé la musique du coup parce que j'ai découvert le rock, le métal et tout ça, et je me suis mis à fond dedans. Et quand je suis entré au lycée, j'étais là, je me suis dit non mais en fait, j'ai trop envie de jouer des trucs, donc vas-y, je vais faire de la batterie et tout. Donc c'était quand j'étais en première, non attends, fin de seconde, début de première, je crois, c'était en 2006 où je me suis acheté ma première batterie. C'était un truc sur eBay que j'ai trouvé. Truc à la con, mais bon, c'était cool quoi. Et j'ai commencé à faire de la batterie, donc j'ai commencé à prendre des cours à partir de septembre dans la même école. Donc j'y suis retourné, mais cette fois-ci en tant que batteur. Voilà. Et j'ai continué à apprendre la batterie. Bah c'est simple, ma dernière année de cours c'était 2010-2011. Ah oui d'accord. Donc ça fait à peu près 4 ans et demi quoi. Attends c'est ça, 4 ans et demi, 5 ans à peu près que j'ai fait dans cette école là. Et en même temps, en fait, en simultané, en 2010-2011, je suis entré dans une école de musique pro, parce qu'après, en sortant du lycée, j'étais vite fait à la fac, brièvement, ça n'a pas bien marché. Comme beaucoup de gens. Et, voilà. Et du coup, je suis tombé sur cette école de musique pro. En fait, c'est pas vraiment une école de musique, c'est un centre de formation
professionnel. Ça s'appelle le CFPM, Centre de formation professionnelle de la musique. Ah oui, je connais. Oui, voilà, c'est un truc qui peut être par exemple financé par les financements Pôle emploi, genre l'AFDAS ou les trucs comme ça, qui te financent ça, et du coup ça te permet ça forme des musiciens professionnels, quoi. Donc c'est pas forcément un truc comme un conservatoire ou quoi, où ça va te mettre à un niveau de malade, etc. Ça t'apprend juste à être professionnel de la musique. Donc tu peux avoir des cours de pédagogie par exemple. Il y a aussi pas mal de cours, tout ce qui est solfège, machin, et harmonie, que tu saches un peu de quoi tu parles et tout ça. Il y a des cours en groupe pour que tu apprennes à bosser, machin. Il y a un truc qui s'appelle Buff, ça c'est vachement cool. C'est genre, ils te filent 3 morceaux et puis vous bossez dessus, tout le monde bosse dessus, vous tournez un peu, les élèves, vous êtes en groupe, il y a une 30aine d'élèves et tout, donc chacun fait des instruments différents. Vous testez de les jouer l'un avec l'autre, machin. Le prof te corrige, il dit il y a ci, il y a ça, machin. Et puis en fait, au bout de 2-3 semaines, vous changez les morceaux, tu vois. Alors qu'il y a une autre matière où ils mettent 4 ou 5 élèves ensemble, donc 2 guitaristes, un bassiste, un chanteur et un batteur, tu vois. Et vous bossez des morceaux qui seront faits sur des concerts trimestriels, et donc là c'est 3 morceaux sur un trimestre entier, tu vois, histoire que tu prennes bien le temps de bosser le morceau correctement. Le prof est là pour t'encadrer et tout machin, donc voilà, le buff c'est pour t'apprendre à apprendre des morceaux super rapidement, à les mettre en place et tout, et puis tac, tu passes à d'autres choses, parce que le métier de musicien c'est ça. Enfin en tout cas moi, le métier que je fais, ça m'arrive tout le temps, quoi. C'est relever un morceau maintenant, j'allais dire c'est comme une deuxième nature, mais je le fais vite fait, quoi. J'ai mon bout de papier, machin, je dis ouais, tac tac tac, c'est bon, juste en l'écoutant, sans même avoir à le pratiquer, si le morceau est pas trop complexe, parce que des fois il y a des morceaux c'est un peu relou, tu vois. Mais ce que je fais au boulot, on en reparlera peut-être, c'est des morceaux qui sont quand même assez simples, donc je me note juste la structure, et quand il y a des breaks spéciaux je les note vraiment, tu vois, mais sinon le reste du temps c'est un truc hyper basique et tout. Donc je faisais cette école de musique pro aussi en 2010-2011 en simultané avec mes trucs, et donc je l'ai fait en batterie. C'était un cursus général, mais il y a aussi des cours particuliers d'instruments, donc moi j'ai fait le cursus batterie. J'ai eu mon diplôme à la fin de l'année, et c'est là que j'ai arrêté l'enseignement entre guillemets académique, l'apprentissage voilà, par l'école. L'apprentissage par l'école, et c'était des profs et tout, et du coup depuis j'ai plus jamais si je prends des cours de chant en ce moment, parce que je suis en train d'essayer de bosser le chant saturé, Chant guttural. donc ouais. Du coup il y a ça, mais en termes de batterie c'est à ce moment là que j'ai arrêté. Et puis pour la guitare, la basse, j'ai jamais pris de cours, j'ai tout fait en autodidacte. La guitare, la basse, le chant aussi à la base, enfin tu sais, je chantais un peu machin pour mon plaisir. J'ai pris des cours de chant, et la même année où j'étais attends, que je dise pas de conneries, je sais plus si c'était l'année d'avant ou l'année où j'étais au CFPM, mais je prenais aussi des cours de chant dans l'école associative de mon village. Ouais. Et donc ça je l'ai juste fait pendant 1 an. Et après il y a aussi le boulot que je fais qui m'a appris à chanter. Parce qu'on chante tous dans le boulot où on est 6 sur scène, il y a 3 chanteuses, 3 musiciens, et du coup les musiciens chantent aussi, histoire qu'on puisse avoir un panel de voix disponible selon les morceaux à faire qui soit le plus large possible. Donc voilà, mais il y a pas mal d'apprentissage que j'ai fait en autodidacte. Du coup vraiment les seuls trucs que j'ai fait encadré avec un prof et tout, c'est la batterie et un peu de chant. D'accord. Bon, alors pour ton boulot justement, on va en reparler. Avant de passer à la suite, tu me fais un petit extrait de chant guttural, juste comme ça dans le micro? Là déjà je suis pas chaud. Et en plus je t'ai dit je suis en train d'apprendre, donc je le maîtrise pas encore du tout. D'accord. Et en plus c'est un petit peu galère. D'accord. Mais je veux bien le croire. D'accord, ok. C'est pas aussi facile qu'il n'y paraît de crier dans un micro. Voilà, pour tous ceux qui disent le métal, hein, c'est juste des criards, etc. qui se défoulent. Méfiez-vous, hein. C'est pas forcément ça. Oui, parce que comme tu disais, effectivement, être un vrai musicien aussi, c'est savoir s'adapter avec les autres. Donc quand tu dis que t'apprenais en buff, justement, c'est arrivé à... T'as un morceau que t'as un petit peu appris par-ci par-là, un petit peu en développant l'oreille au fur et à mesure, je pense, ou avec une tablature, une partition, peu importe, et t'es avec des musiciens, et paf, t'arrives à te débrouiller, à écouter les autres, et c'est ça, je pense, effectivement, être un vrai musicien. C'est hyper important quand t'es musicien de savoir jouer en groupe, parce que c'est extrêmement rare les occasions ou les métiers dans lesquels tu vas jouer tout seul en fait de la musique. Donc c'est super important de jouer en groupe pour pouvoir t'adapter, réagir en fonction, etc. et pas être vissé le nez sur sa partoche ou machin. Donc nous, on avait au CFPM, on avait des lectures de partitions, des machins quand on était en solfège, quand on était en harmonie, machin, on bossait avec des partoches. Mais tout ce qui était... alors il y avait une matière aussi qui s'appelait théorie appliquée, où là ils faisaient un peu le lien entre les partoches et le jeu et des trucs comme ça, mais pour tout ce qui était buff et le truc où on était en un groupe là qui faisait des concerts tous les trimestres, ça s'appelait formation collective, ça. D'accord. Et pour ces trucs là en fait juste on demandait d'apprendre le morceau, tu vois, on disait pas tiens voilà une partoche, etc. Le mec il nous disait voilà je vous ai mis sur le serveur 3 morceaux que vous pouvez choper, et puis vous les apprenez comme vous voulez, tu vois. Et aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec le boulot. Pareil on pourrait y revenir, mais quand j'ai passé mon entretien, mon audition, parce que du coup c'est plus une audition qu'un entretien au boulot, on m'a dit
les morceaux, ce qui compte c'est qu'ils soient sus et on s'en fout de comment. Si tu les apprends à l'oreille, si tu les apprends en lisant une partoche, si tu les apprends en lisant une tablature, si tu les apprends je ne sais comment, on s'en fout. À partir du moment où tu arrives et que tes morceaux ils sont sus, c'est tout ce qu'on te demande, tu vois. Parce que bah, c'est pas un orchestre philharmonique où tu vas avoir les partoches et il va falloir suivre les partoches et les machins, tu vois. C'est un groupe où il y a aussi de l'adaptation, de machin. Ça nous arrive des fois de faire des impros quand c'est nécessaire. Quand on nous demande, des fois, il y a un mec qui demande dans le public, ouais machin, vous pourriez jouer tel morceau, un mec bourré en général, pour jouer tel morceau, je sais pas quoi, et nous on est là, genre s'il y en a un qui le connaît, la plupart du temps c'est le guitariste, parce qu'il faut avoir la grille ou un truc comme ça, tu vois. Il dit ouais ok, pas de problème, on le fait, ou alors bah, maintenant on a de la chance d'avoir les smartphones avec internet et tout, donc on a des petits stands sur les pieds de micro, on peut mettre les smartphones pour aller choper la grille d'accords. Tac, il suffit que quelqu'un connaisse les paroles, etc. Moi je suis là, je m'adapte sur les trucs. On le fait pas tout le temps, mais ça arrive quoi. Donc c'est très important de pouvoir s'adapter quand t'es musicien et de jouer en groupe, c'est super important. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça t'apprend à rester à ta place aussi. Effectivement, ne pas trop en faire. Et en plus, des fois, quand t'en fais trop sur scène, tu te rends compte que bah, tu foires tout ce que tu fais. Enfin, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de dire, allez, je suis un petit peu chaud, et en fin de compte, bah, c'est là. Il faut faire gaffe. Voilà, faire gaffe. Donc ça apprend, effectivement. Bah, justement, alors pour revenir sur ton boulot, alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, tu fais quoi exactement ? Alors je suis batteur dans ce qu'on appelle un orchestre de variété internationale. En gros, c'est un groupe avec lequel on anime des soirées du style mariage, bal de pompiers, anniversaire, des soirées d'entreprise, tu vois, vraiment toutes sortes de soirées qui sont en animation toute la soirée. Donc genre nous on arrive à 14h pour installer le matos et on repart à 5h du matin quand on a tout remballé. Mais genre l'animation par exemple sur un mariage ça commence à 18h30 et ça finit globalement à 3h du matin. On fait des pauses entre les plats et les machins, mais tu vois il y a quand même 5-6 heures de musique sur une soirée quoi. Donc c'est pas juste un groupe avec lequel on arrive, on fait un concert d'1h30 et merci zizi quoi. Voilà, c'est ça que je fais comme taf. Ça fait quasiment aussi longtemps que Metallica parce que j'ai commencé en fin septembre 2013 et Metallica ça a commencé en janvier 2014. Donc tu vois il y a vraiment 2-3 mois que j'ai fait sans avoir les deux en même temps. Du coup bah là en septembre ça fera 8 ans que je fais ça. Et donc je suis intermittent depuis 7 ans à peu près, 7 ans et demi. Parce qu'il a fallu le temps de monter le dossier d'intermittence et tout, mais voilà. Et c'est ce groupe là qui me fait manger quoi, qui me paye mes factures, voilà. Exactement. Qui te fait acheter toutes les belles guitares aussi. C'est ça, exactement. Et du coup, vous reprenez quoi par exemple quand tu appelles variété internationale? Alors voilà, pour le coup, variété, ce qui est important dans le truc, c'est pas genre la variété, c'est variété dans le sens des styles, parce qu'on peut jouer de tout. Vraiment, ça va des trucs de bal musette comme ça faisait à l'époque à des morceaux de rock genre Highway to Hell ou machin. On fait du disco, on fait des trucs des années 80, Indochine et compagnie. On fait du funk, on fait des trucs plus récents aussi. Genre comme on essaie de rester à la page, et c'est ce qui fait aussi un petit peu entre guillemets notre force, parce qu'on n'est pas un de ces orchestres ringards qui jouent que des vieux trucs. Bah, ça nous arrive de jouer des morceaux récents. Alors en ce qui me concerne, c'est pas toujours très plaisant, parce que quand on se tape des Maître Gims Fit Vianney, tu vois, des trucs comme ça fait mal au cul. Mais de temps en temps, dans les nouveautés, il y a des très très bonnes surprises. Je me rappelle d'un morceau qui s'appelle No Roots, je crois que la nana c'est Alice Merton, un truc comme ça. Ah oui. Même en français, un truc genre La Grenade de Clara Luciani, oui, ouais. Qui est hyper cool à jouer. Enfin vraiment c'est un petit bonheur, un petit groove et tout, ça passe super bien quoi. Donc de temps en temps il y a des bonnes surprises. En plus quand on fait des mariages et des anniversaires, tout ce qui est soirée privée en fait, on demande aux gens s'ils ont des morceaux qu'ils aimeraient qu'on joue. Et si c'est dans nos possibilités, on les fait quoi, on les apprend, etc. Donc tu vois, on en revient sur le fait d'apprendre des morceaux rapidement, parce que sur l'été on va avoir quasiment un mariage chaque week-end ou un sur les 2 week-ends, donc il faut apprendre une vingtaine ou une trentaine de morceaux sur tout l'été quoi. Des trucs que peut-être on rejouera jamais, mais qui au cas où restent dans le répertoire, et que si jamais on nous les redemande un jour, on dit ah bah oui on nous l'avait demandé il y a 4 ans, on peut le refaire, et pas de problème, tu vois, c'est aussi, ça fait une force. Et voilà, donc c'est vraiment tous les styles, sauf les trucs un petit peu trop extrêmes, genre le jazz, tu vois, un peu vénère, et pareil pour le métal un peu vénère. Tout ce qui est classique aussi on peut pas faire, parce qu'on n'est pas un orchestre symphonique, tu vois, on est genre guitare, basse, batterie, un clavier, donc on fait ce qu'on peut. De toute façon on a des séquences derrière pour tout ce qu'on peut pas jouer, tout ce qui est cuivre, etc. Tu vois, il y a des samples hein, comme Vous avez un mec qui joue au synthé? Il y a un mec qui joue au synthé ou à la basse selon les morceaux, tu vois. Par exemple sur Highway to Hell il est à la basse parce qu'il n'y a pas de synthé. Par contre sur les trucs genre Partenaire particulier, il est au synthé parce qu'il n'y a pas de basse. Ah oui, d'accord, voilà, okay, tout est fait au synthé, donc ça dépend vraiment, c'est un poste un peu polyvalent qu'il a lui. Et donc comme je te disais, pour tout ce qui est cuivre, éventuellement des fois avec des parties de cordes, genre le Connemara par exemple, tu vois, on a des samples parce qu'on peut pas tout faire à guitare, basse, batterie quoi. Voilà.
tout à fait. Mais de toute façon, c'est vrai, tu vas apprendre plein de morceaux. À la limite, tu les apprends pas texto à la cymbale près. Alors moi je le fais parce que je suis un malade, mais en général ouais, j'aime bien essayer de respecter le morceau au maximum. Ça m'empêche pas des fois si je m'éclate de rajouter un break ou un truc comme ça, mais globalement je reste quand même vachement proche du morceau original parce que le but aussi c'est que les gens reconnaissent le mieux le morceau qu'on fait, tu vois. C'est pour ça que comme on est 6, on peut prendre celui ou celle qui a la voix la plus adaptée pour arriver à faire ce morceau là, et qu'on essaie de rester au plus proche du morceau pour que les gens ils aient vraiment limite l'impression d'écouter le CD, parce que comme c'est un peu le principe entre guillemets d'une discothèque aussi, c'est que les gens ils viennent danser etc, qu'on est un groupe vraiment pour faire danser les gens, pour animer une soirée et tout. Du coup c'est important qu'ils aient l'impression de reconnaître le morceau tout de suite et que ça leur donne envie d'aller danser, tu vois. D'accord. Donc ouais, j'apprends pas le morceau à la cymbale près, c'est ce que je fais dans mes covers par contre, parce que je joue par dessus la batterie originale. Bon là oui. Mais je suis quand même vachement proche de ça, c'est pour ça que je fais des structures un peu détaillées. Des fois je te dis avec les breaks, genre je me dis pas tiens là il y a un break, fais ce que tu veux. Je dis là le break il fait comme ça, tu vois, pour que ça ressemble mieux. Et c'est d'autant plus important sur les morceaux récents, parce qu'autant les vieux morceaux on peut de temps en temps prendre des libertés, des trucs comme ça, autant les morceaux qui passent à la radio et que les gens écoutent toute la journée, bah ça se sent direct si tu fais pas pareil, tu vois. C'est vrai. Et donc du coup ça fait toi combien de temps, parce que là du coup donc effectivement c'est un métier qui te fait manger, et donc ça fait depuis tout le temps donc que tu es passionné de musique déjà, bon, en plus du métal, mais que tu t'es dit que tu allais en vivre de la musique. Ça fait longtemps ou c'est... En fait ça s'est développé à peu près au moment où j'étais à la fac, parce que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique beaucoup au moment où j'ai commencé la batterie, tu vois, où je me suis dit putain vas-y j'ai envie de faire de la batterie et tout, j'ai envie d'avoir un groupe et j'ai envie de faire des chansons et des machins, on fait des compos, j'ai eu 2-3 groupes de compos. Et puis au fur et à mesure que je faisais mon cursus scolaire, quand j'ai commencé à rentrer à la fac, en fait je me suis rendu compte pendant l'année que le seul truc qui m'intéressait c'était de faire de la musique, en fait. J'en avais rien à foutre du reste et tout, je me dis putain vas-y. Et en plus ma hantise c'était vraiment de me retrouver à gratter du papier dans un bureau, ça c'est vraiment le pire truc que je pouvais faire comme travail. Donc, et en découvrant ça et en tombant sur cette école, je me suis dit putain c'est cool, ça forme à être professionnel de la musique, donc c'est possible de vivre de la musique, tu vois. Et je me suis dit putain mais ce serait trop bien en fait si j'arrivais à vivre de la musique. Donc depuis ce jour-là je me suis dit putain vas-y il faut que je le fasse et tout. Donc j'ai été faire l'école, j'ai eu le soutien de mes parents, que je remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir permis de faire cette école là, et tu vois je regarde pas en arrière depuis que j'ai fait ce choix là, parce que je suis très content de faire le métier que je fais aujourd'hui. Parce que effectivement on se pose beaucoup cette question, si on veut vivre de la musique on fait comment? Tu vois, il y a plein de façons, effectivement. Il y a plein de façons, effectivement. Il n'y a pas que ce que je fais moi. Moi, c'est le truc que je souhaitais le plus parce que j'adore être sur scène aussi. Donc, tu vois, c'était important pour moi. Mais comme un professeur de musique, par exemple, un professeur de batterie, de guitare, de machin, bah, s'il fait suffisamment d'heures pour payer son loyer et compagnie, bah, il vit de la musique en étant prof. Donc, tu peux faire plein de trucs. Tu peux être prof, tu peux être compositeur, tu peux être musicien de studio, même si aujourd'hui, je sais pas si ça se fait toujours beaucoup, mais en tout cas, à l'époque, ça existait. Des mecs qui étaient vraiment formés, c'était des bêtes, on appelait ça des requins de studio. Ouais. Ces mecs ultra balèzes et tout que t'embauchais n'importe qui, tu vois, tu dis attends j'ai besoin d'un guitariste et tout, bah tiens lui il est vachement balèze, hop il est là, il vient, il paye, il fait son truc. Comme Van Halen pour Michael Jackson, il opère avec des bières. Du coup donc t'as musicien studio, t'as musicien de scène comme je fais. Et il y a sûrement des trucs aussi, à la limite les trucs des beatmakers, des machins, c'est plus des compositeurs aussi, donc voilà. Mais il y a plein de facettes, même il y a des trucs de la musicothérapie, t'as déjà entendu parler de ça? Ah oui, oui. Voilà, ouais. Et bah ça par exemple, je pense que c'est un métier qui te permet de vivre de la musique aussi. Même c'est si vrai. Je pense que tu fais pas que faire de la musique, il y a aussi une dimension, mais il y a quand même de la musique qui tient une grosse partie dans ta vie, donc voilà. Ah, totalement, c'est vrai. Donc il y a plein de façons de vivre de la musique, moi c'est celle-là que j'ai choisie, mais c'est possible. Et selon ce que tu fais, bah moi par exemple c'est grâce au statut d'intermittent que je peux vivre de la musique aujourd'hui, parce que si j'avais pas l'intermittence, si je comptais juste sur mes cachets que je faisais, bah j'irais pas bien loin. T'as les métiers du son aussi, qui sont reliés aussi. Les métiers du son, oui effectivement, mais là pour le coup c'est plus de la technique que de la musique, mais effectivement ingé son et compagnie, ça fait partie des trucs où tu peux vivre de la musique. Ouais. Et puis le métier du son, là c'est vrai que c'est très vague. Bon, moi je travaille à la radio, mais bon, c'est pas encore trop. On passe juste effectivement de la musique streaming, voilà. Mais effectivement après être embauché dans une salle de spectacle, un théâtre aussi, c'est super cool, tu rencontres des artistes, c'est aussi super cool quoi, voilà. Mais après il y en a, ils supportent pas de se retrouver derrière la console plutôt que sur scène ou avec les musiciens.
C'est un choix pour on peut chacun. pas toujours faire ce qu'on veut. Il y en a aussi que ça arrange bien d'être derrière la console, comme ça ils sont pas emmerdés. Tu sais, il y a des fois où je me dis, quand on monte sur scène, quand on a des morceaux relous, que la soirée se passe pas hyper bien ou trucs comme ça, je dis putain, je serais quand même vachement mieux à être technicien, à pousser des caisses et à pas avoir de stress par rapport à si je vais bien faire le morceau qu'on m'a demandé de faire et machin, et être sous le feu des projecteurs. Tu vois, tu te dis des fois, ouais, c'est cool. Je me ferais peut-être un peu chier de temps en temps, mais en même temps, tu vois, ça serait plus détente quoi. D'ailleurs, c'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel vous ayez joué avec votre groupe? Enfin, s'il y en a un. Oh putain, il y en a pas mal. Ah oui. Il y en a pas mal. Il y a une fois, on a fait, souvent, on joue dans des garages de camions. Yes. Parce qu'en fait, on avait été embauché pour la sortie du dernier camion, le modèle, je crois qu'il s'appelait le modèle T, le dernier camion de Renault Trucks. Et du coup, on avait une espèce de tournée qui était on avait été embauché sur ça, on faisait une tournée, donc on jouait dans les usines, là où il y a les garages et les trucs comme ça. Ils nous faisaient une petite scène, t'avais une espèce de réception, donc ils avaient transformé le truc, tu vois, t'avais des manches debout, des trucs comme ça, des petits buffets, et nous on était là, on faisait de la musique en accompagnant et tout. Et il y a un garage avec qui on s'est bien entendu, enfin en tout cas un des décisionnaires des garages Renault en région lyonnaise, qui nous a beaucoup aimé. En plus, c'est un fan de Metallica. Ah oui, d'accord. Ouais, le hasard a fait que c'était un fan de Metallica, et du coup le mec, comme il nous aimait bien et tout, et qu'eux ils avaient l'habitude de faire chaque année une soirée un peu d'entreprise, voilà, pour célébrer l'année, machin, merci les employés, etc. On faisait une petite soirée, machin. Du coup on a joué quasiment tous les ans dans 3 garages Renault de Rhône-Alpes pendant 4 ou 5 ans je crois. Donc le garage Renault c'était pas mal. Après des fois on joue dans des châteaux ou des trucs comme ça. Ouais. Ça arrive, mais ça c'est plutôt stylé. Enfin c'est pas très stylé en termes de son parce que souvent le son est dégueulasse, c'est pas du tout fait pour. Il y a beaucoup de reverb, sauf par exemple les châteaux où ils ont gardé la partie château et ils ont aménagé en plus à côté un truc, une salle de spectacle, une salle de réception pour tout ce qui est mariage, etc. On a joué dans des casernes de pompiers aussi, parce que les balles de pompiers souvent ça se fait dans les casernes. Et pareil, ça aussi ça résonne. Ça dépend, parce que des fois c'est en extérieur, souvent les casernes de pompiers on joue en extérieur, donc ça résonne pas tant que ça. Mais oui, des fois il faudrait que j'y pense, mais alors ça me prendrait super longtemps d'essayer de me rappeler les pires endroits où on a joué. Mais des fois on a fait des petites salles de spectacle à la con. On a déjà joué dans le salon de particuliers aussi. Il y avait un mec qui voulait nous avoir et tout, il avait organisé une soirée chez lui, il y avait 30 personnes et nous dans son salon, donc on était vraiment très très limité en termes de matos, tu vois, en termes de lumière, machin, on n'avait pas la place de mettre tout ce qu'on pouvait, mais on a quand même mis la batterie, les grattes et tout. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Après, dans ma carrière de musicien, avant de rentrer dans cet orchestre-là, j'ai bossé 2 ans en faisant les saisons à Saint-Martin dans les Caraïbes. Donc ça m'est déjà arrivé de jouer sur la plage en fait. Ils avaient monté une petite scène sur la plage. C'est merveilleux. C'était plutôt cool. Voilà. Plutôt cool. Un bon petit cachet paradisiaque. Exactement. Bon alors maintenant bifurquons sur la chaîne YouTube parce que justement tu vas nous parler de Metallica. Donc alors sur YouTube, donc tu disais que ça fait depuis 2014 que tu y es dessus. C'est ça. Et alors au début c'était quoi l'idée que tu voulais faire pour lancer une chaîne? En fait, le boulot que j'ai fait a joué un peu dedans aussi. Parce que comme ça m'intéressait pas du tout, je me suis tenu très loin de tout ce qui était morceaux récents et compagnie, parce que je m'en foutais en fait. Moi ce qui m'intéressait c'était le métal, c'était vraiment la musique qui me passionnait, et de temps en temps quelques autres trucs aussi, mais c'était toujours un peu soit du rock, soit du classique, soit machin, tu vois. Et genre là, en rentrant dans ce boulot, du coup il a fallu que j'apprenne les morceaux récents et tout, et qu'on continue à les écouter, parce que forcément ça se perpétue quoi. C'est vraiment, autant la série disco elle a quasiment pas bougé depuis que je suis là, autant la série nouveauté, bah forcément c'est plus la même quoi. Tous les 6 mois quasiment elle est renouvelée complètement, tu vois, on change de morceaux et tout. Et genre j'écoutais ça et je me dis mais putain la vache, y a rien quoi, y a pas d'effort, c'est vide, putain les mecs ils font des morceaux, ils font les 4 accords maudits là dont on parlait, en boucle, et c'est tout quoi. Et genre putain mais les gars faites un peu de... Enfin ça me foutait les boules. Et à côté de ça aussi ça me saoulait un peu de voir que il y a des gens qui avaient encore des énièmes clichés sur le métal, genre oh là là t'écoutes du métal t'es forcément sataniste, oh là là le métal c'est qu'il y a des gens qui gueulent dans leur micro, ils ont aucun talent machin, enfin tu vois plein de clichés un peu relous. Donc tu vois, et en plus j'avais regardé pas mal j'avais bouffé 3615 Usul là pendant le mois de décembre 2013. J'ai quasiment tout regardé parce que j'étais tombé dessus comme ça par hasard, puis j'ai regardé, puis je me disais putain c'est hyper cool cette façon qu'il a un peu didactique d'apprendre des trucs sur les jeux vidéo, tu vois. Il y a un épisode, genre vraiment il y a des épisodes sur tout, il y a un épisode sur le support CD quand c'est arrivé, il y a un épisode sur les temps de chargement, les conditions de jeu, les machins. Je me suis dit putain ce serait pas énorme de faire un truc pareil avec le métal, qui servent à faire découvrir le métal aux gens, tu vois ce que c'est vraiment quoi, de leur montrer que le métal ça se limite pas au death metal qu'ils ont sûrement vu dans des films genre Ace Ventura ou des trucs comme ça, tu vois.
et qui se disent ah ouais putain en fait dans le métal il y a des musiciens super bons, ah ouais putain en fait il y a des mecs ils chantent sans gueuler, putain en plus il y a des gens qui ont vachement de talent, les morceaux sont bien travaillés, complexes, tu vois, c'est pas juste la mineure fa do sol tout le long du truc, tu vois, et en plus comme ça permettait de tordre le cou avec quelques clichés, donc voilà, je me suis dit fuck it. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui le fasse sur YouTube. À ce moment-là, la chaîne métal qui existait, la plus grosse, c'était Two Guys One TV. Et Two Guys One TV, il s'adressait déjà à un public beaucoup plus averti de métalleux, en fait. C'était vraiment... tu vois, et il y avait rien pour, entre guillemets, pour les débutants. Tu vois, moi, je m'adressais vraiment... Je suis la seule chaîne de métal qui s'adresse pas à des gens qui écoutent de métal à la base, tu vois. Donc forcément, il y a tout mon public, c'est des métalleux parce que je parle de métal et ça leur fait plaisir. Mais il y a des gens qui découvrent le métal grâce à ma chaîne et ça fait plaisir. C'était vraiment le but de cette chaîne YouTube. Je me suis lancé parce que personne le faisait et parce que du coup vu que j'avais fini de bosser le répertoire et machin, et ben j'avais quand même un petit peu de temps à côté et plutôt que de je sais pas faire d'autres trucs dans la musique, je me suis dit bah tiens je vais utiliser le temps que j'ai où je suis pas sur scène ou en répète ou en train d'apprendre des morceaux pour faire des vidéos sur YouTube. D'accord, et oui effectivement, bah tu vois moi je t'avais découvert je crois que c'était en 2017 ou 2018 tu vois, donc assez tardivement on va dire, et effectivement moi le métal j'en écoutais un petit peu, mais j'écoute aussi beaucoup d'autres choses à côté et du coup il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas, donc tu m'as appris pas mal de choses ça c'est clair, et puis tu vois en l'espace de 2-3 vidéos, j'ai dû enregistrer une vingtaine d'albums déjà juste pour dire mais c'est bien ça, mais c'est bien ça, mais c'est bien. Et c'est un peu le but de la chaîne, faire découvrir. Voilà. J'adore faire découvrir des morceaux aux gens et je suis bien content aussi quand tu vois il y a des potes qui viennent et me disent ah tiens il faut que t'écoutes ça et tout, et c'est comme ça que j'ai découvert le Society par exemple, qui est un de mes groupes préférés aujourd'hui. Bah, c'est un pote à moi qui est venu un jour, on a bu des bières, on joue un peu de guitare, il m'a dit attends il faut que t'écoutes ci, il faut que t'écoutes ça, et voilà j'ai découvert des trucs super grâce à ça, et donc j'aime bien aussi être ce mec là qui dit putain tu vois il faut que t'écoutes ça, tu vas kiffer et tout, et le mec il écoute et il dit mais c'est trop de la balle, j'ai écouté tout l'album et tout, j'arrête pas d'écouter ça maintenant, enfin. Et qu'on se retrouve après en concert, tu vois, à voir ce groupe ensemble et tout, ça c'est mon plaisir. C'est trop bien. Et effectivement, tu m'as fait découvrir des groupes genre, je pense à Whispered là tout de suite parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais quand j'ai écouté comment ça s'appelle l'instrument là qu'ils utilisent, qui est assez atypique. Le shamisen. Ça doit être ça, ouais, qui a une sonorité un peu de banjo, un peu. Ouais, c'est ça, le shamisen, ouais. Mongol. Non, c'est japonais pour le coup. C'est japonais d'ailleurs, tu vois, d'accord. Et je crois que ça a des origines chinoises, mais ça a été amené au Japon, du coup il a un peu évolué à la japonaise. Mais j'en parle dans la vidéo sur les instruments insolites, puisque justement je parle de Whispered avec cet instrument-là en particulier. D'ailleurs, c'est pas moi qui en parle, c'est Laetice de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite, parce qu'elle, pour le coup, c'est son rayon. Ça en jette, hein. Laetice, que peux-tu nous dire sur cet instrument qu'on vient de voir ? C'est un shamisen, instrument traditionnel japonais. Il a traversé les âges partant de l'Égypte antique et il a été développé en Chine avant d'atterrir au Japon en 1562. Il a ainsi évolué pour devenir un instrument indissociable du théâtre kabuki et il est très célèbre chez les geishas. Et ben voilà, toi ce genre de groupe là, j'ai pris une claque quoi, et puis même en termes de production, quand la production est bien faite, c'est derrière. Whispered c'est de la folie. Hein. Franchement, aujourd'hui c'est pareil, c'est un de mes groupes préférés, c'est incroyable en fait. Plus t'écoutes et plus tu te rends compte que c'est dingue, putain, il y a de l'orchestration symphonique, plus les instruments japonais, plus la partie death mélodique et tout, c'est un bonheur absolu Whispered. Le morceau, putain, si je peux vous conseiller un seul morceau de Whispered, je me souviens même plus comment il s'appelle, Upon My Honor. Voilà. Oui. Écoutez Upon My Honor de Whispered, il dure 10 minutes pile. Prenez 10 minutes de votre vie pour écouter ce morceau. Voilà, s'il vous plaît. Effectivement, ça vaut le coup. Rendez-vous compte que même s'il y a du chant guttural, c'est un morceau qui est tellement sublime que tu peux passer outre tellement le morceau est chambé. Voilà. C'est placé. Et donc du coup après, au niveau des formats dans lesquels tu t'es lancé sur ta chaîne, donc tu avais l'émission en elle-même avec toutes les vidéos que tu as sorties, c'est par là que tu as commencé majoritairement. Et après tu as évolué vers d'autres styles comme les vlogs, le Made in France, mais ça arrivé un peu plus tard. Rappelle-moi, tu avais les interviews des différents groupes que tu as fait. Je me souviens un peu tout après. Thrash or Die aussi. Thrash or Die, bien entendu. La première émission qui est arrivée en plus de Metallica, c'est Made in France, que j'ai commencé en 2015, vers mars-avril 2015 je crois. Voilà. Après j'ai fait, je sais plus si j'ai commencé les interviews avant. Les interviews ça a commencé en 2016 je crois, soit fin 2015 soit fin 2016, je me rappelle plus exactement, avec celle de Ghost, parce que j'ai eu l'occasion de le faire et voilà. J'avais déjà fait quelques interviews pour la chaîne, notamment pour l'épisode sur le chant guttural, mais du coup j'ai fait des interviews vraiment où c'était des vidéos à part entière.
Et après j'ai développé Thrash or Die, je sais plus exactement quand, parce que j'ai été pris d'une espèce de passion pour le thrash. Je me suis dit putain mais c'est un putain de bon style ça, j'ai trop envie d'en parler. Donc j'ai fait des émissions comme Thrash or Die. Puis des fois il y a des trucs qui sortent, soit des Metallico hors série, soit des trucs qui ont un peu rien à voir. C'est comme ça que les vlogs sont arrivés d'ailleurs. Tiens, je vous raconte mon Wacken, voilà, ça dure je sais pas combien de temps. Presque 2 heures je crois. Je sais plus combien de temps elle dure cette vidéo, mais elle est super longue. Je viens de regarder une partie hier en plus parce que je voulais revoir un peu et elle fait 1 heure et quelques. Ouais voilà c'est ça. C'est le genre de truc où en plus il y a vraiment quasiment rien à voir dans la vidéo, donc c'est juste un truc que t'écoutes un peu comme un podcast ou etc. C'est un peu l'esprit de mes vlogs. Souvent c'est pas, je montre pas des choses, je parle de choses et j'en fais écouter certaines et voilà quoi. Et après à toi de prendre les notes pour voir ce qui t'intéresse, que tu vas écouter. Voilà c'est ça. Bon très bien pour ta chaîne. Donc allez vraiment découvrir, ça vaut vraiment le coup. Et si surtout vous connaissez pas le métal, il y a pas meilleur moyen je pense. Même si les premières elles datent comme un... Vous me flattez. non franchement tu pars du début et tu vas très loin quoi. Je veux dire tout le monde peut trouver un petit peu son bonheur même. J'en suis sûr. Le métal c'est un style beaucoup trop riche pour que tu puisses pas trouver un style de métal qui te plaise. Voilà, et on se dit des fois c'est du métal, mais par exemple quand on prend un Steppenwolf avec Born to be Wild, c'était un des premiers morceaux. Oui voilà, c'était un premier truc qui peut être considéré comme du heavy metal. Mais... Voilà. AC/DC, pour ceux qui savent pas, c'est du métal, on dit que c'est du hard rock, mais... c'est plus du hard rock que du métal, mais tu vois, mais ça fait partie de entre guillemets la grande famille du voilà, hard rock, métal. On peut dire ça, voilà. Et donc après, moi je voulais dériver sur ton livre, justement, sur ton livre. Parce que du coup, on s'était rencontrés donc, à la Firemaster Convention à Châteauroux, en février 2020, avant toute cette de confinement, voilà. Et donc on a un petit peu parlé, et du coup... je connaissais pas du coup l'existence de ton livre et je me suis dit il faut absolument que je me le prenne parce que avec tout ce que j'apprenais dans tes vidéos il fallait absolument que je découvre un peu plus. C'est l'époque où il m'en restait. Parce que j'en ai plus maintenant. T'en as plus maintenant. Il m'en reste un, le mien, tu vois, qui est là-bas là, et c'est tout. Et genre je n'ai plus de livre. Yes. Bon, ça fait un moment, hein, ça fait. Tu vois, là, j'ai écoulé mes derniers à peu près en février-mars 2020 et voilà quoi. C'est parce que j'en avais pris un peu plus que ce qu'on avait produit pour le financement. Et t'as pas eu d'autres demandes qui t'auraient incité à en fait, c'était pas prévu quoi. Ah ouais. Parce que c'était un financement participatif et j'ai dit on fait le bouquin que pour les gens qui sont là et on va pas en faire une... Et ce serait un peu moche de dire du coup finalement on le réédite et puis on va le mettre en librairie et tout, alors que dans le financement un des arguments entre guillemets c'était que c'était les seuls trucs disponibles quoi. C'est vraiment une grosse exclusivité et que voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je te laisse. Bien sûr, oui, c'est un très beau livre, très bel objet. Avec des pages dedans, c'est merveilleux. Une photo de Claudia Mollard, photographe, ma sœur. C'est Ghost, ça dessus, ouais, c'est une photo de Ghost effectivement, donc prise par ma sœur qui est photographe, notamment photographe de concert, mais elle fait aussi des mariages, des événements, etc. Donc n'hésitez pas à l'embaucher si vous cherchez une photographe de talent. Elle a besoin de travail, surtout en ce moment. C'est un livre que j'ai... Un projet qui m'est un peu tombé dessus sans que je m'y attende en 2019. Il y a un mec qui m'a contacté via le gars qui a fait le graphiste. Je sais pas vraiment ce que c'est son métier, graphiste, c'est lui qui était le directeur artistique du bouquin, c'est lui qui a tout mis en page, etc. Qui connaissait quelqu'un, tu vois, qui il avait discuté et tout, et il me contacte et il me dit ouais machin, est-ce que ça t'intéresserait de faire un livre, comme souvent ça arrive avec les youtubeurs qui se mettent à faire des livres et tout, parce que c'est vrai que ça peut intéresser la communauté, notamment la communauté métal qui est quand même une communauté très fidèle en termes d'achat, de merchandising et tout, pour ce qui est des groupes et des trucs comme ça, donc c'est un peu pareil avec YouTube, et du coup il m'a dit ouais machin ce serait cool et tout, et lui l'idée est venue un petit peu de lui, il me dit moi je suis un peu dans le milieu de l'édition et tout, et je vois que tout ce qui sort en métal quasiment c'est que des bouquins, notamment en France c'est que des bouquins style l'anthologie du métal, la biographie de Motorhead, de Maiden, de machin, il y a rien ou très peu sur le métal récent, tu vois. Et on s'est dit ce serait bien de montrer quand même que depuis ne serait-ce que les 20 dernières années, il y a eu des groupes de dingues qui sont sortis quoi. Et du coup je dis ouais, pourquoi pas machin, donc on a travaillé là-dessus, on a fait un financement participatif qui a été couronné de succès puisqu'on a fait je sais plus combien de pourcents de notre objectif, mais genre on avait 30 000 à la base en objectif et on a fini à 135 000, un truc dans le genre 134 000 et quelques. Et du coup ça a vraiment beaucoup marché et donc on a écrit le bouquin avec les mecs donc de Metal Orphans, dont un des deux c'est le graphiste qui a fait le bouquin. Ah d'accord. Et un petit peu d'aide du coup pour tout ce qui était mise en forme textuelle du fameux mec qui m'a appelé, qui repassait derrière machin, qui changeait 2-3 tournures pour que ça fasse un peu plus bouquin, tu vois. Parce que moi j'écrivais un peu comme j'écrivais des scripts de Metallica, j'étais pas très littéraire dans l'histoire, et du coup lui il repassait derrière pour embellir un peu, mettre un petit coup de polish comme il dit. Ouais, il y a des belles tournures de phrases dedans. Il y en a certaines où je me suis emballé et c'est de moi, mais il y en a quand même pas mal qui sont de lui. Et voilà, donc on a fait ce truc là qui nous a permis
en plus déjà de toucher beaucoup de monde, de sortir un livre, c'est quand même quelque chose dans une vie, tu vois, d'avoir fait un livre. Je suis très très heureux de l'avoir fait. Ça nous a permis aussi, tu vois, c'est un truc qui peut faire un cadeau par exemple pour des gens. Si tu sais qu'il y a quelqu'un, voilà, c'est ça. Mais à l'époque, quand t'avais le truc qui sortait, les gens ils disaient tiens, je vais l'acheter pour mon mec, je vais l'acheter pour mon oncle qui est métalleux, je vais l'acheter pour machin. Donc ça fait un joli objet. Et puis nous, ça nous a permis de sortir aussi un peu de merch, tu vois, genre le t-shirt que je porte, on avait fait ça pour le bouquin. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore, de trucs où il y avait des bracelets éponges, mais t'as eu quoi, des trucs comme ça. Le Mediator, effectivement. Moi, ça me sort toujours c'est trop mignon. Ah, non, mais en plus, il va bien la couleur du téléphone. Et ça nous a permis aussi, pour le lancement du livre, on a fait une soirée à Paris, une soirée VIP, et puis on a fait une soirée à Lyon la semaine d'après. Donc on a fait 2 soirées avec concert. Donc moi, ça m'a permis de monter sur scène avec des potes à moi qui sont d'ailleurs dans le groupe là, le groupe Gorgone, qui maintenant n'existe plus, mais un groupe français avec qui j'étais devenu vachement pote et avec qui ça m'a fait plaisir de monter sur scène pour jouer des morceaux tirés de ce livre là. Et aussi qui normalement on devait jouer au Plein Air Fest en 2020. En juillet 2020, on avait eu en gros le mec qui s'occupe de la programmation du Plein Air Fest, il était là quand on a fait la 2e soirée au Rockenit pour Halloween là. Pardon ? C'est à côté de Lyon ? C'est pas le Rockenit, c'est un bar lyonnais. Et le Plein Air Fest, c'est juste à côté de l'aéroport de Lyon. Ah oui, d'accord. Et il me dit j'ai bien aimé ce que vous faites et tout. Est-ce que là je suis en train de monter une 2e scène avec des groupes un peu moins connus, tu sais, parce qu'ils ont la scène principale avec les groupes connus et tout. Et il dit j'ai une 2e scène avec des groupes un peu moins connus sur le truc. Est-ce que vous voulez jouer dessus ? Oui, carrément, on veut jouer dessus. Donc voilà, pour l'instant ça s'est pas fait, mais techniquement l'affiche est quasiment sensiblement la même et toujours reportée à chaque année, donc ça s'est pas fait en 2021 non plus, mais là pour l'instant ils ont prévu de jouer en 2022 et il m'a contacté pour me demander si j'étais toujours chaud et je lui dis bien sûr, je suis toujours chaud pour participer. Donc ça nous a aussi ouvert des portes de concerts grâce aux concerts qu'on a pu faire nous sur scène, qui s'est très bien passé d'ailleurs dans les 2 salles. Le Rockenit était blindé et je crois que on a joué au backstage à Paris, qui était, je sais pas s'il était blindé, mais en tout cas c'était pas loin parce qu'il y avait vraiment pas mal de monde, donc ça c'est vraiment des super soirées. Ouais, tout ça, ouais. Et voilà, donc bel accomplissement dans ma chaîne. Et j'espère que peut-être qu'il y en aura d'autres, des projets comme ça, peut-être. Des bouquins, honnêtement, je sais pas. Je suis pas là maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, je suis pas plus motivé que ça pour en faire un autre. Parce que tu vois, je l'ai fait une fois, c'était cool. C'est pas forcément le truc qui m'a le plus passionné à faire sur ma chaîne, donc voilà, je verrai si j'ai une occasion d'avoir un sujet en particulier, etc. Mais j'aimerais bien essayer d'autres choses. Tu vois, par exemple, je suis hyper fan de documentaires musicaux, genre tu vois les Megadeth Behind the Music, les trucs comme ça, même limite Some Kind of Monster de Metallica, tu vois, c'est hyper intéressant. Et genre ça c'est plus un truc que je me verrais faire à l'avenir, ce serait genre un documentaire sur un truc en particulier, voilà, un documentaire sur quelque chose qui touche au métal. Je pense que ce serait un bel accomplissement en plus pour ma chaîne. Et voilà, donc je vois plus des projets comme ça que... Et éventuellement, tu vois, avec le groupe qu'on a, si on commence à faire le Plein Air Fest, machin, peut-être, je sais pas, s'il y en a qui se sentent de faire des compos. Moi, je suis pas hyper compo, mais s'il y en a un qui est, tu vois, si je tombe sur des musiciens avec qui je m'entends bien musicalement et tout, qui disent, machin, on aimerait faire tel groupe, tiens, écoute, on a tel et tel morceau, je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, faire aussi ce truc-là. Donc voilà, c'est plus des projets comme ça qui me tentent maintenant, des trucs que j'ai pas encore fait, tu vois. Ouais, je vois, ouais, totalement. Un petit peu voir, et puis peut-être qu'il y a un truc qui va te plaire vraiment bien et que tu feras. Comme l'émission tout simplement. Exactement, ouais, si ça se trouve, voilà, ça me plaira bien de faire un groupe, ça va bien marcher, et puis au final je pourrais finir par vivre de ce groupe là plutôt que d'avoir à me taper des David Guetta jusqu'à 5h du matin dans des mariages. C'est ça. Enfin, je suis content de faire le taf que je fais, mais c'est sûr que si demain il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais demain il y a Megadeth qui m'appelle, qui me dit désolé gros, on n'a plus de batteur, est-ce que ça te tente d'être batteur de Megadeth ? Bah oui, j'abandonne toute ma vie, j'abandonne tout ce que je fais, je me dis ok d'accord, j'ai trop envie de vivre de la musique en étant batteur de Megadeth, quoi. Putain. Complètement. Totalement. Bon, c'est un rêve, hein, on est d'accord que ça arrivera jamais, mais voilà. Pour le coup, c'est le genre de truc que je me verrais plus faire que le métier que je fais actuellement. Ça reste dans la musique, mais c'est de la musique qui me parle beaucoup plus personnellement. Bien sûr, bien entendu, ouais. Alors pour ceux qui ont ton livre quand même, parce que du coup il s'en est coulé combien d'exemplaires au total ? Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était un truc genre 2500. Ouais. Il me semble qu'avec tous les gens qui ont participé dessus, on a fait 2500 bouquins, donc pour le financement. Et moi je m'en avais fait faire une centaine, 100 ou 150 de plus pour moi, que du coup c'est comme ça que j'en avais à vendre sur la Firemaster Convention, et que j'ai pu aussi donner à des amis, des trucs comme ça qui n'avaient pas forcément vu passer le truc ou le bouquin, ou tu vois, où je me dis ou des gens que je rencontre après, je me dis tiens, j'ai envie de te filer mon bouquin, genre un de mes anciens profs au CFPM, je lui ai filé un bouquin par exemple. Voilà. Très bien, pour ce qu'ils nous apprennent les profs, on peut bien leur dire ça. C'est ça, surtout qu'il y a un de ces groupes dedans en fait. C'est quoi, c'est quel ? C'est Backroads.
dans le chapitre hard rock, c'est un groupe français. D'accord, bah, je dois pas encore être dedans, justement. Alors, parce que justement, c'est fou, mais je l'ai pas encore fini ce livre. Alors que ça fait quand même plus d'un an que. Enfin, non, oui, un peu plus d'un an que j'ai acheté. Justement. Moi en fait j'ai une façon de le consommer entre guillemets, c'est au bout de 6 mois j'avais lu je crois à peine un tiers du livre parce que des groupes que je connaissais pas, il y en avait à la volée et donc je me suis dit bon bah faut que j'enregistre, j'écoute sur Spotify avec les titres likés, machin tout ça. Et du coup le temps de tout écouter, de bien s'y faire etc. Je voulais prendre le temps et pas tout enregistrer 400 albums d'un coup et puis savoir où j'en étais parce que voilà. Et toi du coup tu conseillerais de le consommer entre guillemets comment, de le lire de chevet ou... C'est vraiment une super manière de le faire je trouve. De faire ça, faut avoir la patience bien sûr, mais je trouve que c'est une super manière d'aborder le bouquin parce que le principe c'est justement de ce livre là, c'est pas un roman ou un machin ou quelque chose avec une histoire qui se suit ou un truc comme ça, c'est un recueil de groupes qu'on avait envie de mettre en avant. Donc si ça te donne envie d'écouter ces groupes là et que tu les écoutes et que t'as des trucs qui te plaisent et t'as des trucs qui te plaisent moins mais tu fais le tri et machin et au final qu'une fois que t'auras terminé le livre tu vas garder des centaines et des centaines de morceaux de groupes que t'adores et que tu pourras écouter, c'est vraiment le but principal de ce livre là tu vois. Donc, en fait, oui, je conseillerais à tout le monde de le lire de ta façon, parce que pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir s'approprier tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est possible aussi de le lire juste comme ça, d'avoir la curiosité de, tu vois, lire quelques pages, machin, et de dire ah ouais, il y a tel groupe. Mais le but quand même primaire, si je parle de ces groupes-là, c'est pour essayer de piquer la curiosité des gens au niveau du texte et de me dire bah vas-y, j'ai envie d'écouter. Mais il y a, si jamais les gens n'ont pas forcément autant de motivation et tout, dans le livre, il y a des pages exprès qu'on a prévu à chaque fin de chapitre. Il y a une page rouge avec une playlist voilà, où on a sélectionné des morceaux. Il y a je crois une quinzaine ou une vingtaine de morceaux là, donc il y a 2 morceaux de chacun des groupes dont on parle en développement, plus un morceau de chaque groupe de Made in France, plus les morceaux de le truc Metal Orphans je crois. Non, je suis pas sur Metal Orphans pour le coup. Et des morceaux de groupes dont on parle pas forcément, mais que ça nous faisait plaisir et que ça allait bien avec le thème qu'on rajoute. Voilà, donc ça fait un espèce de joli petit résumé de tout ce qu'il peut y avoir dans le chapitre en question. Et donc si on n'a pas le temps, éventuellement, ça peut être cool. Je crois qu'en plus il y a quelqu'un qui a fait des playlists Spotify avec chacun des chapitres. Du coup tu peux lancer la playlist Spotify pendant que tu es en train de lire le chapitre pour te rendre compte un peu. Et juste déjà avec cette playlist, il y a des trucs qui te plaisent, tu dis bah tiens ça j'aimerais bien en écouter un peu, tu vois. Et du coup ça te permet d'y aller dessus de façon un peu moins extrême que toi tu le fais. Mais honnêtement moi je suis un peu comme toi aussi en général. Alors faut avoir le temps, faut pouvoir prendre le temps, c'est quelque chose que je fais moi aujourd'hui, mais à l'époque quand je découvrais un groupe et que je me dis putain ça a l'air trop cool, j'écoutais toute la discographie, je gardais tous les morceaux que j'aimais et je les foutais dans ma musique quoi. Oui parce qu'effectivement en fait il y a un truc moi je me suis rendu compte et c'est bien de faire cet effort là, après moi ça ne tient qu'à moi mais j'ai l'impression que ça fonctionne bien, c'est que on aime ce qu'on a l'habitude d'écouter, donc en fait il y a des trucs qu'on va pas du tout aimer et à force d'écouter, d'essayer de comprendre aussi et puis d'analyser un petit peu, on se rend compte que c'est pas si mal que ça et puis en fait regarde c'est comme tu prends des trucs qui passent à la radio qui peuvent être de la grosse en fait alors soit on le déteste vraiment soit on finit par l'apprécier un petit peu parce que c'est voilà et en fait je me suis dit il y a des mecs comme Devin Townsend par exemple, t'en avais parlé sur un épisode de je crois de Metallica non peut-être Devin j'en ai parlé dans un épisode, je me rappelle plus lequel. Je sais plus non plus et en fait donc j'ai voulu aller écouter et je trouvais ça hyper bizarre tu vois au début et ce que tu as dit dans le livre ça a son propos comme quoi tout ce qui touchait ça se transformait en or, du coup je dis mais c'est pas possible, il faut que j'aille réécouter ça et en fin de compte comme on disait aussi avant, il y a des trucs effectivement qui sont super bien, alors il y a des trucs quand même que j'ai un peu de mal mais je suis sûr qu'en me forçant à réécouter peut-être qu'il y a des trucs qui viendraient aussi voilà. Oui après il faut pas non plus trop te forcer tu vois, s'il y a un truc que t'apprécies pas c'est normal, on peut pas tout aimer non plus tu vois, donc mais l'avantage avec Devin Townsend c'est que comme je te disais tout à l'heure il est tellement versatile ce mec qu'il y a normalement il y a forcément un aspect, au moins un morceau à lui que tu vas pouvoir aimer quoi, parce qu'il fait tout quoi, il fait des morceaux qui sonnent limite pop et il fait des morceaux qui sont ultra, juste même avec sa carrière principale, parce que je parle même pas de son groupe Strapping Young Lad où là c'est vraiment un truc ultra bourrin et il faut vraiment aimer ça. Mais il y a plein de morceaux qu'il fait, notamment dans ses albums qui sont récents et tout ça. Des fois ça part en live dans tous les sens, mais c'est quand même hyper appréciable quoi. Je me souviens une de mes plus belles découvertes de Devin Townsend là, c'est le pire c'est que je l'ai découvert super récemment, genre ça fait à peine un an. C'est un morceau qui s'appelle Higher sur son avant-dernier album Transcendance, et il est vraiment sublime ce morceau. Et il y a tout en fait, je crois qu'il dure genre 8 ou 10 minutes pareil,
Et il y a plein de ça commence avec une espèce de petite intro acoustique, on dirait limite une berceuse tellement c'est doux et tout. Et puis après, bam, ça commence à exploser. T'as des couches de trucs de David Townsend. T'as un passage qui est ultra bourrin avec des trucs. Enfin, ça fait très très prog, tu vois, avec des changements de signature ou de machin. Des gros riffs, des trucs et tout. Il y a un peu de chant guttural et puis après ça revient sur un truc hyper éthéré. Et la fin, mais putain, la fin, elle est tellement. Oh là là, c'est trop beau. En plus, dans le live à Plovdiv, là où il la joue, juste avant de faire la fin, il te balance un truc. Le mec, il est là comme ça, il fait son morceau, puis d'un coup, il parle aux gens pendant le morceau, tu vois, juste avant de lancer la truc, et il dit un truc, putain, mais ça m'a. Oh là là, rien que d'en parler, je vais avoir les larmes aux yeux, ça m'a bouleversé quand il a dit ça. Il a dit, tu sais, il est en train de jouer le truc et tout, et puis il dit, chaque fois que t'allumes les nouvelles, ça te fait penser que le monde, ça devient de la merde. Et après, il dit, ne croyez pas ça, mes amis, la vie est belle, et là, bah, l'explosion du moment qui est. Oh, putain, tu vois, rien que d'en parler, ça me. On se croirait vraiment ailleurs. Bref, c'était nul. Oh là là. Oui, higher, c'est en anglais, ça veut dire plus haut. Voilà. Bravo. Mais bravo quand même. Il y a un autre groupe aussi que j'ai découvert dedans. Alors, je connaissais le style du gent, tu vois, mais bon, je trouvais ça vachement un peu genre limite parodique. Tu vois, les mecs, un peu comme la chaîne du mec. Ouais, la vidéo que j'ai conseillée. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben je connaissais un petit peu, mais il est trop drôle ce gars, tu vois. Oui, et en fait, bon, bah, le gent, effectivement, voilà, avec Jared Dines aussi, bon, je connaissais un petit peu, mais je me suis dit, bon, bah, je vais pas écouter. Et il y a un groupe, tu m'as mis une claque là, c'est Kadinja. C'est dingue. Hein. C'est fou. C'est dingue. Groupe français en plus. Hein. Oui, en plus. Et ils sont d'où déjà, de Paris? Il y en a pas mal qui sont de Paris. Leur batteur, il est pas vraiment de Paris. C'est Morgan Berthes, c'est le même batteur que Mirath. Ouais. Qui, du coup, lui, alors il me semble qu'il est plutôt en région Rhône-Alpes quand il est en France, mais il est souvent en Tunisie parce que je crois qu'il est marié à une Tunisienne. Donc. Voilà, donc excellent groupe, mais bon, je pense que ça peut paraître bizarre comme musique à première abord, surtout si on n'aime pas le métal, donc je vous conseille pas de commencer par ça si vous n'êtes pas un initié. Par contre, après, puis même en termes de mixage, c'est super bien. Le mélange entre les arrêts de guitare, les arrêts, je veux dire, entre les passages de guitare, c'est merveilleux, quoi. Bref. Voilà, je me suis tapé les deux albums là qu'ils ont fait, c'était terrible. Très très bon groupe. Ouais. Alors du coup, maintenant j'aimerais passer aux questions. Alors j'aurais voulu faire un truc un peu avec Shotgun, comme t'avais fait avec Steel Panther, mais bon, c'est pas des questions Shotgun. C'est juste quelques questions de quelques fans qui voulaient te demander 2-3 trucs. Alors bon, la première question, c'est la plus simple. En gros, bon, quel est ton groupe préféré? C'est Megadeth. Voilà, bon ça, on est tous au courant. Mais d'ailleurs, on peut peut-être vous réserver quelque chose pour après, on va voir. Alors après, du coup, aussi hier, dans tes vidéos que j'ai un peu regardé, parce qu'il fallait bien que je me renaisse un petit peu, et c'est bien sûr que je loupe rien, et je me suis souvenu que tu avais fait une vidéo sur tous les concerts que tu avais fait, avec toutes les places de concert. Une vidéo. Oui, une vidéo. Il y en avait 7 en fait. En 7 parties, voilà. 7 fois une demi-heure quand même, c'est un truc que j'ai fait pendant le premier confinement où il fallait que je bouge des meubles dans ma... Non, c'est même pas ça en fait, mais c'est même pas du tout ça, c'est que je mets mes places de concert sur un mur, et genre j'étais arrivé en bas du mur, j'avais plus de place, donc j'ai déplacé une vitrine que j'ai mis du coup sur un meuble machin pour me libérer de la place, et j'ai du coup déplacé toutes mes places de concert pour continuer à avoir de la place, et je me suis dit tant qu'à faire, en bougeant chaque truc, bah, vas-y je fais un vlog, au pire ça me prend un petit peu de temps mais voilà, et je verrai ce que j'en fais, s'il y a moyen de faire des vidéos intéressantes, et du coup je raconte mes anecdotes de concert. Ça me fait aussi un moyen de faire découvrir des groupes pour lesquels par exemple je pourrais pas faire une vidéo parce qu'ils s'incluent pas dans le sujet de la vidéo en question et tout. Je me dis ça fait toujours un moyen de faire découvrir des groupes aux gens en disant tiens celui-là c'est super cool, de temps en temps je mets des extraits et tout, et voilà. Donc c'est vraiment un truc j'ai fait en fait. Du coup la vidéo totale elle dure 7 fois 0,5, ouais, ça fait quoi ça? Ça fait 3h30, un truc dans le genre. 3h30, donc plutôt que de faire une vidéo de 3h30, vu que c'était sur la fin du confinement, je me suis dit tiens, je vais sortir une vidéo par jour jusqu'à la fin du confinement, et voilà. Ça m'a bien fait marrer, et donc c'est un truc à écouter vraiment plus qu'à regarder, hein, comme la plupart de mes vlogs.
Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait aussi revenir un peu dans le passé, me rappeler tous mes bons moments, voire quelques mauvais moments. Je crois que j'en ai raconté 2-3, mais Ouais. et toujours un peu de je me suis bien marré à faire ça. Mais et du coup, la question c'était enfin, si tu pouvais estimer, je sais même pas si c'est possible, le nombre d'heures que tu as passé en concert. Bah, le nombre d'heures c'est compliqué, après tu peux faire un calcul parce qu'à la fin je fais une petite partie statistique où je dis bah, j'ai vu tant de concerts au total, sachant qu'il n'y a pas tous les, comme je le dis, il n'y a pas tous les concerts que j'ai fait aussi, les concerts qui étaient en général des concerts gratuits, ça arrive, genre il y a une salle à Lyon qui s'appelle le Blog avec 2G qui fait des concerts gratuits. Quand j'allais voir Gorgone par exemple, comme c'était mes potes, bah, je payais jamais mes places, donc du coup j'avais pas les billets de ceux-là non plus, donc déjà c'est même pas tous les concerts que j'ai vus dans ma vie. Et puis les festivals c'est pareil, tu peux pas vraiment y compter parce que tu sais pas quel groupe t'es allé voir et machin, mais juste déjà en prenant le nombre de concerts et en multipliant par à peu près le temps de musique que t'as sur un concert, donc mettons première partie plus tête d'affiche, il y en a pour 2 heures, 2h30 maximum. Enfin, ça dépend des concerts, mais globalement t'en as pour à peu près 2h30. C'est facile de faire le calcul, mais il doit y avoir pas mal d'heures, ouais, effectivement. Effectivement. Alors une question qu'on m'a posée aussi, comment vois-tu l'avenir du métal? Alors de beau en blanc comme ça. Alors après, comment tu le vois, je pense, en termes d'évolution de... Voilà. Tout est dedans, effectivement. Presque, non, mais grosso modo, c'est en voyant ce genre de... Enfin, avec cet ouvrage, on a voulu montrer que le métal, il allait pas mourir quand Maiden, Metallica et du coup Motorhead, c'est déjà le cas, mais tu vois, les groupes comme ça, ils allaient s'arrêter, tu vois. Judas Priest et compagnie, une fois qu'ils seront plus là, t'inquiète pas qu'il y a la relève, elle est là, hein, y a pas de souci. Ça, c'est des groupes des 20 dernières années. Du coup, dedans, il peut y avoir autant des groupes qui, tu vois, Devin Townsend, il a commencé un peu plus tôt, je crois en 97, un truc comme ça. Donc, Townsend, il fait déjà partie, entre guillemets, des vieux. Et c'est vraiment mis entre gros guillemets. Et il y a des groupes hyper récents, tu vois, genre Alien Weaponry, par exemple, dont je parle dans le dernier chapitre. Qui est un groupe néo-zélandais, ils en sont pour l'instant qu'à leur premier album, tu vois, mais c'est hyper prometteur, donc tu te dis bah c'est cool, il y a la relève est là, il va y avoir plein de groupes, tu vois, tu parlais du gent, c'est pareil, c'est un style qui est né hyper récemment par rapport au heavy qui date de quasiment les années 80, tu vois, 70-80. Et il y a toujours des évolutions et des nouveaux styles qui vont se créer et tout. Maintenant j'entends beaucoup parler de post-metal, post-black, post-truc. Donc il y a toujours des styles qui se créent avec des groupes, il y a aussi du renouveau, tu vois, genre Night Flight Orchestra par exemple, dont je parle dans le chapitre hard rock. C'est vraiment un peu revival années 80, tu vois, un peu rock, hard rock, comment on appelle ça, classique rock des années 80 et tout. Donc il y a même des groupes qui se remettent à faire des trucs un peu, mais c'est vraiment sublimé, puis en plus il y a une bien meilleure qualité d'enregistrement aujourd'hui qu'il y avait à l'époque et tout, donc c'est un bonheur pour moi d'écouter Night Flight. Ils ont sorti un morceau la semaine dernière d'ailleurs, White Jeans, putain qu'est-ce qu'il est cool. Bref, faut que j'aille écouter, voilà. Du coup enfin, il y a toujours du renouveau parce que c'est un style qui passionne tellement de gens. Enfin, je veux dire, le Hellfest, c'est quand même le deuxième festival métal, le deuxième festival en France où il y a le plus de monde. Et c'est un des plus gros festivals métal européens. Donc c'est pour dire que même en France, alors que le style est quand même vachement boudé par les médias, on a des fans. Tu vois, je le vois. Enfin, je veux dire, j'ai fait une chaîne YouTube sur le métal, j'ai plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. 100 000 abonnés en France sur YouTube, sur une chaîne qui parle de métal, c'est incroyable. Mais même là, j'en reviens pas d'être arrivé à ça, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore un bel avenir devant lui, le métal, parce qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent, il y a plein de gens qui amènent leur petit grain de sel et qui font leur groupe et leur machin. Donc l'avenir du métal en lui-même, moi je le vois plutôt radieux, parce que c'est vraiment un style qui marche beaucoup. Après, savoir exactement de quoi il sera fait, ça j'en ai aucune idée. Hein, à la limite, il y aura peut-être encore un peu les anciens qui aimeront toujours un peu le heavy, etc. C'est ça, oui, mais bon, les anciens, au bout d'un moment, ils vont rien, hein, voilà, faut le dire, hein, surtout avec le Covid. Voilà. Pardon, c'était facile. Mais ouais, tu vois, il y a pas mal de. C'est un truc qui se développe aussi beaucoup aujourd'hui, les tributes. Oui. Les tribute bands ou des groupes qui font vraiment que des reprises de tel groupe, etc. Donc c'est une sorte d'échappatoire justement pour tous les boomers qui se disent ah putain on peut plus voir Motorhead maintenant, bon c'est pas grave, il y a des tributes Motorhead et tout, donc tu vois même le métal d'il y a 40-50 ans il est toujours là. Il continuera à vivre par ces tribute bands et par des groupes qui sont inspirés de tel et tel groupe dans leur musique, dans leur compo et tout. Donc moi j'ai aucun souci par rapport à l'avenir du métal, je ne me fais pas de soucis. Je pense, oui. Alors on m'a demandé aussi quels sont les indispensables que tu prends quand tu pars en festival, en concert. Quel est ton barda que tu emmènes avec toi? Voilà, mais attends, il faudrait que je te sorte ma liste. Il y a plein de trucs, les trucs un peu hors du commun, de tente, machin, tente matelas. Ouais, en gros tu pars avec quoi? Les autres trucs, il y a un truc qui est hyper pratique auquel on pense pas souvent, c'est une petite lampe. Genre une espèce de truc que j'ai trouvé chez Decathlon pour éclairer
parce que quand t'es rentré sur ton camp le soir ou etc., qu'il n'y a pas de lumière, bah t'es bien content de trouver une petite lampe, de pas niquer la batterie de ton téléphone avec la lampe de poche et tout. T'as une espèce de petite lampe en plus, c'est trop pratique parce qu'il y a une dynamo pour la recharger. Enfin genre tu peux la recharger en USB, donc t'arrives avec le truc pleinement chargé, mais si jamais tu tombes en rate de batterie pendant le fest, tu fais un coup de dynamo pendant 5 minutes, tu vois, pendant que t'attends un concert ou un truc comme ça, tu la recharges et c'est vraiment hyper pratique parce que ça te permet de tout bien éclairer et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'important à prendre dans un fest? Moi perso, je prends un masque pour les yeux pour la nuit parce que dormir en tente, enfin tu vois, genre autant au camping c'est pas grave parce que, enfin je vais en camping en hiver aussi, en hiver, en été pardon. Oui. Pendant les vacances d'été je vais en camping et tout, donc moi j'ai un peu grandi là-bas, donc tu vois au pire c'est pas grave si t'es un peu réveillé par le soleil et tout, en général tu te démerdes pour caler ta tente à l'ombre et tout, mais au Hellfest bah y a pas beaucoup d'ombre en fait, à part avec les Barnum ou les trucs comme ça, mais en général voilà, donc c'est cool pour essayer de pas se lever trop tôt le matin parce que c'est quand même en été, le soleil se lève très très tôt, hein, ça se fait à l'époque où les jours sont les plus longs en plus. Donc ça c'est vachement pratique, les boules qui est aussi pour la nuit, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens bourrés qui gueulent et tout. Avec les sonos aussi qui laissent toute la nuit. Voilà, ouais. il y en a, donc c'est bien de... Voilà. Après le Hellfest de toute façon c'est pas l'endroit où tu vas le mieux dormir de toute ton année, hein. C'est prévu, tu perds des heures de sommeil là-dessus, mais tu vas au Macumba le soir quoi. Enfin moi c'est un truc que j'adore faire, depuis que j'ai découvert l'existence de ce truc, sur le Red Camp il y a une tente, un espèce de barnum de genre 6 mètres par 2 et les mecs ils mettent des sonos et c'est genre Macumba quoi, c'est leur boîte de nuit des années 80, tu vas avoir quasiment tout ce que je joue au boulot, tu vas y avoir dedans et tout, et c'est vraiment la folie, c'est l'histoire de terminer sa nuit en rigolant quoi, parce que tout le monde est bourré, enfin c'est n'importe quoi, tu vois, donc en général tu vas au Macumba jusqu'à 3-4 heures du matin et tu te couches et tu dors à peine 6 heures et puis à 10 heures c'est déjà reparti quoi, donc ouais, les boules qui est le truc pour dormir éventuellement, la petite lumière pour la nuit, voilà, et surtout des trucs pour si jamais t'as besoin de ton téléphone, bah pour rejoindre tes potes, pour t'organiser un petit peu par rapport au Hellfest, pour faire des photos, si tu croises des gens que t'as envie de prendre en photo, tout ça, c'est les batteries externes de téléphone. Moi à chaque fois que je vais en festival j'en emmène 3, j'en ai 3 différentes, j'emmène les 3. Ouais. Toujours chargé à fond et tout, et comme ça je sais que j'ai de la batterie tout le long du fest, qu'il n'y a aucun souci, que je peux continuer à m'en servir, appeler des gens, poster des trucs éventuellement, genre des stories, des trucs comme ça. Ça m'a bien servi quand j'ai été au Wacken il y a 2 ans là bientôt, en 2019, où j'ai fait, comme j'y allais un peu tout seul, j'ai pas mal partagé mon Wacken sur mes stories Insta. J'étais bien content de pouvoir le faire. Pour y aller, quoi. Tout seul en bagnole, il y avait à peu près 11 à 12 heures de bagnole depuis Lyon, donc j'ai fait une étape, mais c'était très long. Ouais. Je crois que j'ai jamais autant conduit dans ma vie que quand je suis allé au Wacken. Tu m'étonnes. Ouais. Alors après j'avais une autre question, c'était plutôt tartiflette ou raclette? Oh putain, ça c'est compliqué comme question. Hein. On remercie Fred. Putain la vache, c'est super dur à choisir en fait. Je dirais tartiflette, parce que la raclette c'est vachement cool, mais au bout d'un moment tu sais, t'as toujours un peu cette espèce de fatigue, t'as la chaleur de l'appareil qui te fait prendre des trucs et tout. En plus moi je suis pas hyper fan des patates cuites à l'eau, genre comme on a dans la raclette, donc déjà je prends pas de patates avec la raclette, alors que dans la tartiflette du coup comme elles sont grillées au four et tout c'est vachement meilleur, donc tu sais la tartiflette c'est vraiment tu prends une grosse part et tu la bouffes et tout. Je pense que je dirais tartiflette pour le goût éventuellement vu que j'ai pas les patates, et raclette pour la convivialité on va dire. Et ben voilà. Chacun, j'essaie d'équilibrer un petit peu les deux, mais on va pencher plus pour la raclette parce que c'est des tôles en métal. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ensuite, quelle est la marque de ton shampoing? Parce que pour avoir des cheveux aussi soyeux. La marque de mon shampoing, putain, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est un Garnier, mais en fait le plus important c'est pas forcément le shampoing, parce que le shampoing à la limite c'est le truc avec lequel tu traites tes cheveux. Le plus important, un truc que j'ai découvert récemment, c'est l'après-shampoing. Et oui. ça fait à peu près 2 ans que je mets de l'après-shampoing, et en fait c'est ça qui fait tout quoi. Et mon après-shampoing je crois que c'est aussi un truc Garnier, un truc genre à l'avocat et au beurre de karité il me semble. Voilà. J'ai pris ça à ma mère ou à ma soeur, que j'ai vu ça traîner, je dis vas-y je vais essayer, puis comme ça marchait bien j'ai continué, donc voilà, c'est toujours les mêmes. Et ben c'est parfait. Prends soin de toi, Garnier. Combien tu estimes de litres de bière que tu as bu en festival apparemment? Ce serait ça je pense la question, ou en concert, parce que bon on en boit tous à côté, mais... En concert je bois pas beaucoup, parce que souvent les concerts j'y vais en voiture, du coup on peut pas vraiment se bourrer la gueule, sauf le dernier concert que j'ai fait juste avant le premier confinement, c'était Night Flight Orchestra, et c'était au CCO à Lyon, c'était pas loin, et il y avait ma mère et ma soeur qui sont venues aussi. On était super nombreux, et du coup comme c'était pas moi qui conduisais, j'ai enchaîné les pintes et tout, mais c'est difficile de compter en litres, c'est comme quand tu demandes combien d'heures t'as passé en concert, oui. C'est chaud. On veut des chiffres nous. Beaucoup trop de toute façon, voilà. Bon, et ben pour terminer, donc comme on l'a dit tout à l'heure à propos de Megadeth, est-ce que
ça te dit éventuellement de terminer sur petite cover en duo sur un morceau de Megadeth. On peut essayer, ouais, on peut essayer. On va voir ce que ça donne, hein. On est un peu à froid comme ça, mais Oui, bah, on verra. Ouais, on va tenter de se Ouais. faire un petit Megadeth. Ouais. ok, ça marche. It's
Yes. Bon bah écoute, merci Hubert, merci de à toi. m'avoir accueilli chez toi comme ça. C'est super cool, enfin je vais pouvoir découvrir l'antre de tous tes projets, on pourrait dire, c'est là que tout est c'est là que vrai, tout a ouais, commencé. c'est ici que je bosse beaucoup. Donc bah merci beaucoup. Et puis donc si pour rejoindre sa chaîne, donc je mettrai le lien en description. Donc Metalliquois, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, on l'a même pas dit, mais pourquoi Metalliquois? Bon, ça paraît simple, mais Ça m'est venu d'un coup. En fait, genre quand j'ai écrit mon premier script, j'ai commencé, je dis bonjour à tous, bienvenue dans, et puis je me suis dit bon, je sais pas, je trouverai un nom. Tu sais, genre j'ai réfléchi 30 secondes. Et je me suis dit, attends, un truc de découverte du métal qui s'adresse aux gens qui ont jamais entendu de métal de leur vie. Du coup, ils connaissent pas le groupe le plus connu de métal qui est Metallica, tu vois. Donc je me dis, Metalliquois, tu sais, il y a un petit jeu de mots, un truc. Je me dis, allez, vas-y, je mets ça, puis j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que je t'ai lancé dans le truc, j'ai tout écrit. Et puis après, je suis revenu à la fin, je me dis, bon, je vais essayer de trouver un autre nom que ça pour voir. Et puis, genre, j'ai cherché pendant un quart d'heure et je dis, mais non, mais en fait, il y a rien qui est aussi. Enfin, ça définit vraiment l'idée de ma chaîne, quoi. Genre, tu connais Metallica? Metalliquois? Voilà. Si tu connais pas Metallica, va voir ma chaîne et tu vas découvrir tout ce que c'est le métal, quoi. Un pur génie. Bon, bah parfait Hubert, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout si vous êtes encore là. Donc mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez toujours pas fait en activant les petites cloches pour recevoir toutes les notifications. C'est très important si vous voulez que la chaîne se développe plus et puis qu'après j'aille encore rencontrer d'autres professionnels de la musique, que ce soit des youtubeurs ou autres d'ailleurs. Vous l'avez dit, j'avais fait l'interview d'un groupe de musique sur Limoges, de mon professeur de guitare sur Montluçon. Voilà, ça paraît être une petite échelle, mais je peux vous dire qu'ils en ont dans le ventre. D'ailleurs, 2 bouquins quand même. Hein Didier. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!